Alors bonjour, rebonjour à toutes et tous. Je vous propose que nous commencions cette table ronde consacrée au centre de préparation aux Jeux dans le cadre de la régionale de Landis-Île-de-France. Pour commencer, je vais laisser la parole à Stéphane Rivaud, notre président, qui va pouvoir nous accueillir tous. Et encore une fois, merci beaucoup à nos intervenants de leur présence, à nos partenaires et à nos participants. Alors bonjour, et pour les nouveaux de cet après-midi, rebonjour pour ceux qui ont assisté ce matin à notre première demi-journée sur les conférences régionales du sport et plus particulièrement la nouvelle gouvernance. Donc cet après-midi, une intervention sur les CPJ. Je remercie d'avance nos intervenants qui sont là. Et puis, je vais vous laisser entre les mains d'Anne-Lise pour commencer cet après-midi. Voilà, bonne journée à tous. Merci. Alors, juste avant de commencer à évoquer ce sujet passionnant des CPJ, un petit mot pour vous remercier encore une fois de votre présence sur cette deuxième table ronde, après la première de ce matin sur la nouvelle gouvernance, sous un nouveau format d'échange, en tout cas entre nous, puisque nous étions habitués aux journées d'études nationales que nous n'avons pas pu organiser cette année compte tenu du contexte sanitaire. Donc, cette table ronde qui vous est proposée en visioconférence, principalement pour nos adhérents franciliens, mais pas que. On est ravis d'accueillir les adhérents de Landis de toute la région cet après-midi et ce matin également, avec, on l'espère en tout cas, la possibilité de nous retrouver en présentiel l'année prochaine à Saint-Brieuc, comme c'était prévu initialement. Pour l'organisation de cette table ronde cet après-midi, nous aurons avec nous Dominique Charrier, que vous connaissez bien, maître de conférence à l'Université de Paris-Saclay, qui animera avec moi cette conférence et qui sera plus particulièrement en charge de m'interrompre au gré de vos éventuelles remarques sur le chat. Donc n'hésitez pas. L'idée est que Dominique puisse synthétiser vos différentes remarques et questions pour qu'on puisse les poser en fonction du sujet et de l'intervenant qui est en train de présenter, en lien donc avec le déroulé. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Pour vous dire également que l'objectif de cette table ronde cet après-midi, c'est de pouvoir vous apporter un éclairage et des informations complètes sur ce sujet, partager également des témoignages et des points de vue pour un moment qu'on a souhaité constructif, instructif, rythmé et surtout utile pour chacun et chacune d'entre vous pour être plus performants ensemble, pour reprendre notre mot d'ordre. Voilà. Alors, pour les fonctions opérationnelles, je propose à chacun et à chacune de bien vouloir couper ses micros. Si vous ne parlez pas, n'hésitez pas à couper les caméras éventuellement, en tout cas pour les intervenants au besoin, ça permet de fluidifier un petit peu le débit. Pour vous dire qu'au-delà du chat, pour vous permettre de participer à cette table ronde, nous vous proposerons dans le courant de la table ronde un petit sondage aussi auquel vous pourrez répondre si vous le souhaitez. Et je vais laisser la parole à nos intervenants. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est juste un petit tour de table de chacun et de chacune pour que vous puissiez vous présenter. Et ensuite, on attaquera la table ronde par les différents sujets qui vous sont proposés. Écoutez, honneur aux dames. Je vais proposer à Isabelle Alexandre du CNFPT de se présenter et à l'issue de toutes les présentations, c'est elle qui prendra la parole en premier pour nous préciser de quelle manière le CNFPT nous accompagne sur l'organisation de cette table ronde. Isabelle, c'est à vous. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir sur ce temps. Je suis Isabelle Alexandre, conseillère formation au sein du CNFPT Île-de-France et je suis conseillère basée en fait sur le territoire de Grande Couronne à l'antenne d'Évry. Merci, et donc je charge le domaine sport. Pardon. Valérie. Je te laisse la parole. Bonjour à tous et à toutes. Valérie Saplana, donc je suis responsable du service des équipements sportifs au sein de l'Agence nationale du sport. On reste sur l'agence, Pierre.
Bonjour à toutes et tous, Pierre Chastrou, conseiller équipement au sein de l'Agence nationale du sport auprès de Valérie Saplana et en charge un peu plus particulièrement de notre enveloppe des CPJ sur laquelle Valérie reviendra plus tard. Monsieur Baudard? On ne vous entend pas, Monsieur Baudard. Peut-être activer votre micro. Ça y est, c'est bon. Donc, Michel Baudard, vous m'entendez là? Oui, on vous attend. Merci. D'accord. Donc, Michel Baudard, conseiller municipal à la ville de Tremblay en France, en charge du sport professionnel, du sport de haut niveau et des JOP. Donc, Tremblay en France, c'est à la limite de Roissy Charles de Gaulle, quoi, l'aéroport. Voilà. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Antoine Blanc. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation de Landis. Donc Antoine Blanc, directeur jeunesse, sport, village vacances et aide à la mobilité au sein du conseil départemental du Val-de-Marne et également copilote d'un projet départemental qui s'intitule actuellement Accueillir les JO en Val-de-Marne. Merci Antoine. Et je laisse Joanne Pellicot et Maxime Duchesne pour le COJO se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Landis Île-de-France de nous accueillir. Je suis donc Joanne Pellicot, en charge de la coopération avec les territoires au sein de Paris 2024. Bonjour à tous, Maxime Duchesne, donc merci à Landis pour son invitation. Donc, je suis chargé de mission Centre de préparation aux Jeux à Paris 2024. Merci beaucoup à toutes et tous. Je laisse donc la parole dans un premier temps à Isabelle Alexandre. Merci Anise. Donc je vous remercie effectivement de nous accorder ce petit temps pour faire un petit point finalement d'actualité aussi par rapport au CNFPT. Alors un petit point d'actualité pour commencer un peu national, puisque en fait le CNFPT, avec sous l'impulsion de la loi de transformation de la fonction publique, modifie son organisation territoriale et le périmètre des délégations finalement se cale sur celui des nouvelles régions administratives. L'établissement est passé de cette manière de 24 délégations à 18 délégations au 1er janvier 2021. Donc les délégations première et grande couronne sont donc devenues la délégation Île-de-France à cette date. Donc le siège de la délégation est à Pantin. Les sites qui accueillaient les agents précédemment, en tout cas sur l'Île-de-France, restent les mêmes. Donc pour la première couronne en termes de territoire, Pantin et Issy-les-Moulineaux restent les sites accueillants. Et pour la grande couronne, donc Cergy, Montigny-le-Bretonneux, Évry et Torcy. Donc l'impact de cette modification, alors du coup quelques changements au niveau de nos directions avec l'arrivée de notre nouveau directeur Bruno Partex et puis également la prise de fonction de notre nouveau délégué en Île-de-France, premier adjoint au maire de Drancy qui est monsieur Anthony Mangin. Donc l'intérêt finalement aussi de cette nouvelle réorganisation, c'est d'assurer la présence de la délégation dans chaque département de l'Île-de-France, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, puisque donc il reste encore le Val-de-Marne, mais donc ça va arriver. Affirmer les partenariats et notre position aussi pour fédérer les compétences locales dont on a besoin et partir également aussi par rapport aux formations systématiquement des besoins du territoire ou de vos agents finalement pour répondre au mieux aux besoins. Donc je suis l'une des interlocutrices en grande couronne, donc Isabelle Alexandre. Mon collègue en première couronne qui est également en charge du domaine sport est Philippe Amaria. Et nous sommes toujours aussi accompagnés de notre collègue de l'INSET de Nancy, Anis Briet. Donc l'offre de 2021
a été impacté. Forcément, le mouvement sportif l'a été très largement et donc effectivement le domaine sport également et l'établissement bien sûr, avec l'annulation d'une grande partie de la programmation du domaine sport en présentiel, ce qui nous a permis aussi malgré tout de faire un travail pour mettre en place une offre qui puisse s'adapter un petit peu à ce contexte. Donc il y a un développement, enfin le développement d'une offre distanciée accompagnée qui est en cours et bien avancée en tout cas sur certains stages. Des ressources aussi qui seront un peu plus consolidées en tout cas sur la plateforme Formadis qui est notre plateforme de formation à distance pour accompagner encore un peu mieux les agents. Donc effectivement, là on est dans le cadre de l'offre catalogue, mais le CNFPT accompagne également les projets de territoire avec les formations intra. C'est un peu notre jargon, mais donc c'est les formations internes à la collectivité qui sont en lien avec le plan de formation de la collectivité. Également les formations union qui peuvent être finalement des formations catalogues qui sont déclinées sur le territoire et qui sont en général mutualisées entre les communes. Et ça permet effectivement de recréer un petit peu de proximité. Et puis, toujours aussi des outils à votre disposition et à ceux des agents, donc avec l'AI communauté, sur lesquels effectivement on relaie aussi l'actualité et puis les évolutions constantes actuelles, enfin en ce moment effectivement pour ce qu'on peut faire ou pas dans le milieu sportif. Le wiki territorial qui est une plateforme sur laquelle effectivement il y a de la ressource, notamment pour les agents qui souhaitent, qui s'inscrivent dans une démarche de préparation concours. Voilà, ils peuvent y trouver vraiment beaucoup de choses pour les accompagner dans leur démarche. Les MOOC du CNFPT, donc c'est ces formations à distance aussi sur lesquelles vous pouvez vous inscrire par le biais de la plateforme FunMOOC. Alors il y a ceux du CNFPT, puis il y en a d'autres, donc il peut y avoir des choses intéressantes pour tous. Et puis, on espère en tout cas vous retrouver sur les rencontres territoriales du sport qui se dérouleront en novembre. On a eu la chance de pouvoir les maintenir en octobre dernier. Et voilà, on espère que la situation sanitaire sera plus facile peut-être pour en tout cas vous retrouver en présentiel sur ces journées en novembre prochain. Voilà, je vous remercie et puis je reste à vos dispositions. Je remercie Landis pour ce temps. Merci à tous. Merci à vous, Isabelle. C'était important et intéressant qu'on puisse partager pour nos adhérents ce partenariat qu'on a avec vous, en tout cas cette labellisation CNFPT sur ces régionales. Je pense et j'espère en tout cas que ça aurait éclairé chacun et chacune sur sa manière de pouvoir s'approprier les formations en tout cas que vous proposez et l'accompagnement que vous proposez de manière générale auprès des agents territoriaux. Donc merci beaucoup. Écoutez, je vous propose que nous attaquions le vif du sujet de cette table ronde sur les CPJ. Et pour commencer naturellement, je dirais, à évoquer le sujet, il est important de pouvoir repositionner les CPJ dans le contexte global de l'accueil des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Donc, je vais laisser la parole à Maxime Duchesne et à Joanne Pellicot pour une présentation à deux voix de cette histoire autour des Jeux de manière générale et des CPJ en particulier dans le cadre du label Terre de Jeux et qui puisse vous préciser quels sont les enjeux autour de ces CPJ ainsi que le calendrier de travail et les perspectives. Messieurs, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Anne-Lise. Peut-être si tu peux démarrer la présentation, comme ça on attaquera. Merci encore Anne-Lise de nous donner l'occasion de prendre la parole sur ce très vaste sujet que sont les CPJ. On va essayer d'être bref. Avec Maxime, on va effectivement faire une présentation à deux voix. Maxime est vraiment la cheville ouvrière de ce sujet au sein de Paris 2024 et je vais simplement essayer de vous donner quelques éléments de contexte en introduction.
Effectivement, si on va sur la slide suivante, les CPJ, c'est quand même important de savoir que c'est une figure imposée du CIO. C'est un objet créé par le CIO et la version que le CIO demande au comité d'organisation, c'est d'identifier des centres pour donner l'opportunité aux athlètes pratiquant les sports de venir s'entraîner dans le pays hôte avant les Jeux. C'est juste, on se permet de le rappeler, c'est important de garder ça en tête et c'est vraiment l'ADN des centres de préparation aux Jeux. Comme souvent, Londres 2012 a un peu changé la donne, a initié une nouvelle dynamique autour des centres de préparation aux Jeux, notamment en faisant un vrai outil d'engagement territorial. Et en gros, Londres 2012 s'est basé à la fois, on va dire, à 50% sur les centres de préparation aux Jeux et à 50% sur le relais de la flamme pour engager l'ensemble des territoires du Royaume-Uni derrière les Jeux de Londres. Tokyo est allé encore un peu plus loin avec une initiative qui s'appelle Houston et qui est pilotée plutôt par le gouvernement, mais en lien avec le comité d'organisation, pour inciter les provinces japonaises à se positionner, à mettre en avant leur savoir-faire, etc., au-delà des centres. Malheureusement, le contexte a fait que ça a été peut-être un peu moins utilisé que ce qu'ils auraient pu attendre. Mais voilà, petit à petit, à partir de Londres, la dimension des CPJ a évolué vers aussi de l'engagement territorial. Et donc, avec Paris 2024, on a voulu à la fois poursuivre cette dynamique, intégrer un maximum de territoires et en faire un élément de valorisation des collectivités, et en même temps essayer de contrebalancer un petit peu, notamment à Londres, ce qui avait pu faire défaut. C'est-à-dire que les CPJ, nous, on a un devoir de transparence au sein de Paris 2024. Les CPJ, c'est forcément beaucoup d'appelés, peu d'élus. Londres, c'était à peu près 650 CPJ et un tiers qui ont finalement été utilisés. Et on ne voulait pas, au niveau de Paris 2024, quelque part, faire de publicité mensongère. On fait évidemment de la publicité pour les CPJ parce que c'est un outil formidable, mais de publicité mensongère autour des CPJ avec les retours d'expérience qu'on avait des précédents comités d'organisation. D'où le fait que on ait aussi créé le label Terre de Jeux 2024, qui est un label que j'imagine vous connaissez et auquel on a lié les candidatures au CPJ. Je ne suis pas là du tout pour faire la promotion de Terre de Jeux 2024, mais simplement pour nous, c'est évidemment un outil d'animation des territoires. Et au-delà de ça, dans le cadre vraiment précis des CPJ, ça a deux avantages. L'un, c'est que ça garantit quand même au territoire, on va dire, un héritage et le fait de pouvoir vivre les Jeux, qu'il accueille une délégation ou pas. Et on est tous d'accord que c'est beaucoup mieux d'accueillir une délégation. Et deuxièmement, ça nous permet aussi, et Maxime présentera ensuite la plateforme, il y a vraiment, pour le coup, Paris 2024 a développé une plateforme qui va beaucoup plus loin que les précédents outils qui avaient été mis à disposition, qui est une plateforme pensée pour les territoires. Et dans le cadre de cette plateforme, on va aussi faire la promotion de Terre de Jeux. Pour quelqu'un, c'est un label national, Terre de Jeux, il n'a pas vocation à être international, mais pour quelque part en faire aussi un label qualité pour les CNO et les CNP, et que quelque part, eux, quand ils viennent dans un CPJ, ils recherchent évidemment, on aura l'occasion d'en parler, d'abord des installations techniques, mais ils savent aussi qu'ils arrivent dans un territoire qui vit déjà au rythme des Jeux. Donc voilà un petit peu. Si on passe sur n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions au fil de l'eau. Évidemment, nous, et je vais laisser ensuite la parole à Maxime pour vous préciser un petit peu les aspects techniques liés au CPJ. Nous, d'un point de vue de l'engagement territorial et de la stratégie territoriale de Paris 2024, on est ravis de voir qu'il y a une répartition qui est quand même
extrêmement dense et c'est très bien réparti sur l'ensemble des départements. Et évidemment, je dis ça, on intervient en lien avec l'ANS et c'est vrai que le triptyque, on va dire Paris 2024, ANS territoire est assez naturel. On a passé une convention, mais au-delà de la convention, c'est très naturel de collaborer tous ensemble. Et donc, ça donne lieu aussi à un accompagnement de la part de l'ANS. Voilà. Je laisse la parole à Maxime et puis je redirai quelques mots à la fin. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci. Merci, Johan. Effectivement, ce qu'on voulait montrer par cette carte, et c'est toujours plus simple quand c'est visuel, c'est de montrer vraiment la répartition territoriale des CPJ. Alors évidemment, on a beaucoup de CPJ en Île-de-France, mais pas que. Et c'est ça qu'on voulait montrer. Au moins 95 exactement des 101 départements français ont au moins un CPJ sur leur territoire. Et c'est quelque chose non pas qu'on a forcé, c'est-à-dire que simplement les candidatures qui nous sont arrivées de ces 95 départements étaient au moins pour une d'entre elles qualitatives. Donc ça montre aussi à travers ça l'investissement des collectivités et leur travail au quotidien pour pouvoir offrir à leurs habitants des conditions de pratique sportive optimales. Rapidement, quelques chiffres. Donc les CPJ, comme l'a rappelé Johan, c'est plus de 400 collectivités, plus de 600 centres. On a ensuite une grande variété au niveau du nombre de CPJ disponibles par discipline. Ça va de 1 centre pour la para-haltérophilie jusqu'à plus de 120 pour du handball ou du judo. Il y a également une diversité de stratégies territoriales. J'ai vu que Antoine Blanc était parmi nous. Il pourra témoigner par la suite de la stratégie mise en place dans le Val-de-Marne. Donc on a effectivement certains territoires, notamment des départements qui se sont positionnés comme chefs de file sur le sujet, d'autres qui ont laissé leur commune ou intercommunalité candidater. Et cette diversité de stratégies territoriales, elle est effectivement assez intéressante à remarquer. Et enfin, le dernier point sur cette slide, c'est que on a au final parmi nos 600 centres une grande diversité de CPJ retenus, mais parce que aussi ces CPJ vont venir remplir une diversité de demandes. Quand on parle de demandes des CNO, CNP, donc les comités nationaux olympiques et comités nationaux paralympiques, c'est tout simplement pour expliquer que derrière les CPJ, les CPJ ne sont pas uniformes, c'est-à-dire qu'un CPJ, ça peut constituer, par exemple, un stage de cohésion pour une équipe de handball en 2022 ou en 2023, et ça peut être une préparation terminale pour une équipe d'haltérophilie 2 semaines avant les Jeux. Et comme vous en doutez, les besoins entre un stage de cohésion 2 ans avant les Jeux et un stage terminal 2 semaines ou quelques jours avant les Jeux seront différents. Et c'est aussi pour ça qu'on a souhaité avoir une diversité de CPJ. Deuxième diversité de demandes, c'est au niveau de la constitution des délégations. Alors, si vous pouvez rester quelques secondes sur la précédente, comme vous en doutez, on va avoir en 2024 des délégations, évidemment des délégations avec plusieurs centaines d'athlètes, et en général, ces délégations vont s'éclater, entre guillemets, par discipline. Donc on aura peut-être besoin d'une salle de lutte avec 4, 5, 6 zones de lutte spécifiques. On aura aussi des délégations constituées différemment, avec peut-être 7 ou 8 athlètes au total pour une ou deux disciplines. Et là, évidemment, avoir un CPJ constitué d'un stade et d'un gymnase, ça suffira pour l'ensemble du CNO. Donc c'est aussi ça qu'on a voulu prendre en compte dans la sélection des CPJ. Vous pouvez passer à la slide suivante. Rapidement, pour faire un point sur le calendrier de sélection pour la phase 1, donc on a eu un appel à candidature qui a duré plusieurs mois. Ensuite, on a fait une assez longue instruction avec les directions régionales jeunesse et sport, qui sont maintenant devenues les DRAGES, et avec la contribution des fédérations nationales. On a annoncé donc les résultats en octobre dernier et on projette désormais donc la publication du catalogue en ligne, c'est un site internet dont vous a parlé Johan, pour la fin du 2e trimestre de cette année. Si vous pouvez passer à la slide suivante, ce qu'on a souhaité avec Johan, c'est vous présenter en avant-première quelques images de ce catalogue. On l'a voulu assez représentatif
de ce qu'on entend, nous, par Paris 2024. Donc, c'est assez représentatif de pas mal de territoires français. Et pour vous expliquer, ça, c'est la page d'accueil. En tout cas, une partie de la page d'accueil, parce que comme vous en doutez, on va pas tout vous montrer aujourd'hui. Si vous passez à la slide suivante, vous allez pouvoir voir rapidement le moteur de recherche, entre guillemets, qu'auront à disposition les CNO et les CNP, mais également tout à chacun, parce que ce sera une plateforme libre. C'est-à-dire que chaque Français, par exemple, pourra aller voir s'il a un CPJ sur son territoire, comment ce CPJ est représenté sur le catalogue. Donc là, on a par exemple fait une simulation. Donc en haut à gauche, c'est la liste des disciplines olympiques et paralympiques. À droite, c'est la liste des options, en tout cas une partie des options, qui pourront servir à la sélection ou au choix des CPJ. Donc par exemple, si je suis une équipe de rugby, que je veux absolument une salle de musculation et être à 30 minutes d'un hôpital et d'un aéroport international, je pourrais sélectionner mes critères. Et enfin, en bas, c'est la sélection par zone géographique. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un fonctionnement un peu comme Airbnb, c'est-à-dire que voilà, je choisis mes critères. Et ensuite, si on passe à la slide suivante, j'arrive sur une liste de résultats qui est couplée à une carte. Voilà, donc là c'était pour du foot avec un hôpital à proximité et une salle de musculation. Et donc là, on voit donc les résultats qui s'affichent sur une carte. Évidemment, si on passe sur le PINS, ça nous renvoie dans la liste déroulante au CPJ qui correspond. Et ensuite, évidemment, au-delà de ça, on peut cliquer donc sur un CPJ pour en savoir plus. Et si on clique sur ce CPJ, on arrive à la slide suivante. Hop, voilà. Et donc ça c'est la page qui constituera donc la structure l'ossature. Donc là, c'est vraiment que des captures d'écran, avec en haut à gauche la présentation générale du centre, les équipements qui le constituent. Ensuite, en bas au centre, c'est une carte des différents équipements qui composent ce CPJ, avec plusieurs descriptions qui nous ont été fournies par les collectivités. On retrouve les disciplines et les options. En haut à droite, quelques données météorologiques, un portfolio photo. Si on veut en savoir plus sur un des équipements, donc on clique sur un équipement et il y a donc une pop-up telle que celle qui est en bas à droite qui apparaît avec les caractéristiques techniques. Donc là, effectivement, c'est une salle d'armes. Donc là, ce sera le nombre de pistes, quel est le type de sol, est-ce que ce sont des pistes métalliques. Donc voilà, c'est vraiment un outil au service des délégations, des CNO, des CNP, mais également plus largement un outil de valorisation pour les collectivités de leur équipement sportif. Et donc ce calendrier, comme je disais, prévu pour publication à la fin du deuxième trimestre. Rapidement sur nos calendriers de travail, sur les phases 2 et 3, on a souhaité lancer deux autres phases complémentaires pour deux raisons principales. Une qui vous aura pas échappé, c'est des élections municipales l'année dernière, qui ont fait que certaines collectivités qui n'avaient peut-être pas candidaté sous la municipalité précédente souhaitaient désormais le faire. Donc on a souhaité ouvrir ces candidatures pour ces collectivités, mais également pour les collectivités qui souhaitaient renforcer ou compléter leur offre. Et la deuxième raison, c'est indiqué, c'est l'intégration des 4 sports additionnels. Donc c'est l'escalade, le breaking, le skateboard et, parce qu'il y en manque toujours un, le basketball 3-3. Voilà. Et donc sur le calendrier de la phase 2, donc les candidatures sont terminées il y a quelques jours. On va de la même manière instruire les dossiers pour une réponse aux collectivités en septembre 2021, avec par la suite une actualisation du catalogue et un calendrier de travail pour la phase 3 qui sera calqué sur la phase 2, évidemment, plus 1 an. Voilà pour le calendrier de travail. Vous pouvez passer à la slide suivante. Je vais laisser Joanne compléter et terminer. Oui, merci Maxime. Effectivement, les deux derniers slides, simplement pour vous dire que là, plutôt sur un volet de promotion, je crois qu'on aura l'occasion d'en parler et c'est évidemment un des gros enjeux des collectivités. Dans un monde sans Covid, les jeux de
de Tokyo aurait dû être l'occasion, enfin en tout cas Paris 2024 aurait donné l'opportunité évidemment aux collectivités de promouvoir leur CPJ auprès des CNO et des CNP pendant les Jeux par différentes manières, etc. Évidemment, dans le contexte, eh bien, ça ne sera pas possible. Le rôle de Paris 2024 n'est pas, et je crois qu'on pourra en reparler, n'est pas d'accompagner au cas par cas les collectivités dans la promotion de leur CPJ vis-à-vis des CNO et des CNP. On est là, et Maxime le fait très bien, pour garantir une équité, on va dire, entre les territoires. Il y a au sein de Paris 2024 une direction qu'on appelle NCS dans le jargon olympique, qui est en charge des relations avec les CNO et les CNP, les comités nationaux et les comités nationaux olympiques et paralympiques, pardon, qui sont en fait pratiquement les principaux clients des Jeux. C'est-à-dire, il y a les fédérations internationales qui organisent les compétitions et il y a les comités olympiques et paralympiques qui envoient les délégations. Il y a une direction dédiée qui est dirigée par Sophie Laurent et ils vont avoir énormément de questions de la part des CNO et des CNP, et eux, systématiquement, ils vont renvoyer vers la plateforme. Je sais que ça va être un des sujets, je crois, d'échange ensuite. Est-ce qu'on peut accueillir une délégation sans être CPJ? Oui, bien entendu. Ensuite, nous, on a essayé de vous mettre dans cette slide les attentes qui étaient celles des CNO et des CNP. On a des réunions régulières avec pas mal d'entre eux et on a essayé, voilà, en gros, de résumer ça en quelques attentes pour aussi, quelque part, aiguiller vos stratégies au-delà de l'attractivité, mais vos stratégies pour accueillir des délégations. L'important, et ça, la France est très bien placée pour ça, c'est évidemment qu'il y ait des équipements variés et répartis, parce que comme le disait Maxime, il y a des attentes différentes et en matière d'équipement et en matière d'environnement. Et donc, ça, je crois que tout le monde a conscience qu'on a une offre vraiment déjà, rien qu'en phase 1, qui est très dense. Quand même, et encore une fois, nous, on n'a pas d'action, mais il y a quand même une volonté pour les CNO et CNP d'avoir une plateforme un peu unique, de regrouper les relations, de regrouper l'offre et de pouvoir assez facilement, et en tout cas dans un premier, on va dire, tour, d'avoir accès à l'offre des CPJ. Je mets de côté, parce que certains peut-être de votre collectivité, je mets de côté des très très gros CNO, il y en a quelques-uns, ils se comptent sur les doigts d'une main, qui ont des équipes dédiées, etc. Mais la grande masse des CNO et des CNP a quand même cette attente-là. L'accessibilité et évidemment la qualité des infrastructures, ça c'est pas approuvé, mais on sait qu'on se concentre beaucoup en général sur les CNO, le monde olympique. Accueillir une délégation paralympique peut être aussi extrêmement intéressant, notamment dans l'animation de la collectivité, etc. Et là, il y a une vraie attente en matière d'accessibilité, forcément. La sécurité, qui sont des enjeux pour beaucoup de délégations qui deviennent quand même de plus en plus importants, notamment dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques. Et puis là, c'est vrai que même si on espère tous sortir rapidement de cette situation sanitaire, les CNO et les CNP posent beaucoup de questions, évidemment, autour des normes sanitaires, etc. Je pense que c'est quelque chose maintenant qui est intégré et voilà, mais c'est quand même évidemment à prendre en compte. Je l'ai pas fait dans l'ordre, mais alors la notion de formalité ou de formalisme, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas effectivement, il y aura un besoin à un moment de contractualisation, d'aller un peu plus loin que le simple, on va dire, les simples discussions autour de l'accueil. Et ça, c'est quand même effectivement à prendre en compte
selon la taille de la collectivité et la manière dont vous travaillez habituellement. Parce que avec des délégations étrangères, etc., ça peut être un peu complexe. Et puis une dernière notion qui est extrêmement importante, comme je le rappelais, les CNO, c'est, on va dire, moi j'ai travaillé 10 ans avec les CNO et les CNP. En gros, il y en a une grosse dizaine de CNO qui sont très riches, très structurés, avec des vraies équipes qui vont venir sur le terrain, etc. Il y a peut-être une toute petite dizaine de CNP qui sont dans ce cas-là, notamment quand ils sont fusionnés avec les CNO. Et puis après, voilà, les CNO et les CNP sont à l'image des pays du monde et avec des réalités extrêmement différentes. Et c'est sûr que si on parle du comité paralympique d'un pays comme le Bénin, par exemple, que je connais très bien, ils ont évidemment des athlètes qui s'entraînent très dur, une volonté d'aller au jeu, de s'y préparer, pas forcément les mêmes moyens que US aussi, le CNO, CNP américain. Donc ça, c'est évidemment la notion de solidarité, entre guillemets, qui est importante. On sait que c'est un engagement financier de la part d'une collectivité d'accueillir un CPJ, mais voilà, faut juste avoir en tête que tous n'ont pas les mêmes moyens. Et juste la dernière slide pour conclure, vous dire que de notre côté, donc on va essayer quand même, compte tenu de ce contexte particulier, d'avoir un accompagnement des collectivités autour des CPJ. En mai 2021, on vous a mis, pour info, pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a une nouvelle identité de Terre de Jeux 2024 qui va être déployée, plus proche de l'identité de Paris 2024. Je vous parle de ça parce que Terre de Jeux, dans le cadre du dévoilement de cette nouvelle identité, il va y avoir aussi de nouveaux outils de communication qui vont être mis à disposition, notamment pour faire la promotion des CPJ. Comme je disais, Terre de Jeux est une marque locale française qui n'a pas vocation à être connue forcément à l'international, mais au moins ça vous permettra de faire la promotion de votre centre sur votre territoire. À partir de juin, il y aura une information dédiée et puis on vous accompagnera sur ces volets communication, l'accès à la plateforme. Et puis à partir de l'automne, on est en train de réfléchir à un format justement en lien avec les CNO et les CNP pour donner accès aux collectivités à des échanges ciblés avec certains CNO et CNP pour bien comprendre leurs attentes, commencer à pouvoir faire la promotion de vos centres, etc. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Maxime, merci beaucoup Joanne de cette présentation très intéressante et très complète qui j'imagine suscitera néanmoins quelques remarques ou questions de nos participants. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet de l'accompagnement des CPJ, à la fois à l'accueil et à l'aménagement de ces sites, je vais laisser la parole à Valérie Saplana qui va nous expliquer l'Agence nationale du sport va permettre du coup à ces CPJ de consolider leur offre auprès des différents comités nationaux olympiques et paralympiques. Merci Annelise. Donc en introduction, je dirais que comme l'a évoqué Joanne Pellico au début de sa présentation, nos chemins se sont croisés car nous avons des missions convergentes et des ambitions communes. Et notamment développer le sport pour tous et amener un plus grand nombre de personnes à pratiquer une activité sportive. Et évidemment, au final, laisser un héritage après les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. C'est donc dans ce contexte et avec ces objectifs que nous avons signé en juin 2020 une convention avec Paris 2024 pour donner une priorité au projet d'équipement de proximité en accès libre situé dans des communes labellisées Paris 2024. Nos chemins se sont donc croisés de la même façon sur le haut niveau et la haute performance, avec Paris 2024 bien sûr, mais aussi avec la Solidéo, la Société de livraison des ouvrages olympiques.
dont la vocation associée à nos compétences et à notre expertise en matière de financement d'équipements sportifs nous ont amenés à signer une convention le 21 janvier dernier en vue du financement des centres de préparation des Jeux olympiques et paralympiques. Donc cette convention, elle a été signée entre l'agence et la Solideo, bien sûr, mais également avec le ministère des Sports et la délégation interministérielle aux Jeux olympiques et paralympiques. Le ministère, il nous a été alloué pour soutenir donc, les centres de préparation des Jeux une enveloppe de 20 millions d'euros au total, 14 millions d'euros en 2021 et 6 millions d'euros en 2022. Ce soutien a vocation, j'allais dire, à permettre aux collectivités d'accueillir donc dans de meilleures conditions les équipes de France olympiques et paralympiques, ainsi que les délégations étrangères. Les porteurs de projets éligibles sont donc les collectivités territoriales qui ont été labellisées, qui ont été référencées CPJ au cours de la première phase de référencement lancée par Paris 2024. Les travaux éligibles sont tous les types de travaux. On va permettre autant les constructions que les rénovations, que les reconversions, que les aménagements plus légers, que la mise en accessibilité d'équipements sportifs de ces équipements référencés CP. Nous financerons également l'acquisition de matériel sportif haute performance, dans une proportion un peu moindre, mais ce sera possible. Nous autoriserons, compte tenu des délais que nous verrons par la suite, le calendrier étant un peu serré, nous avons autorisé que les projets aient commencé, que les travaux de ces projets aient commencé, mais nous ne prendrons en compte que les travaux non commencés, par lot ou par phase, dans le montant subventionnable sur lequel est appliqué notre taux de subventionnement. Les projets doivent être au niveau de la phase APD, notamment au regard des échéances, puisque en fait, la livraison des travaux devra impérativement intervenir avant le 30 juin 2023 pour laisser suffisamment de temps aux délégations pour s'entraîner. Donc, il était impératif que les dossiers déposés soient à minima au niveau de l'avant-projet détaillé ou définitif. Le taux maximum de subventionnement sera sur ces dossiers de 50% du montant subventionnable. Alors, ça peut faire rêver, mais je ne vous cache pas que nous n'avons que 14 millions d'euros, que sur ce type d'équipement, nous aurons surtout des équipements structurants et que le taux de 50% sera plus souvent atteint sur du matériel que sur des constructions d'équipements structurants. Si on peut passer à la diapositive suivante. Merci. Donc, les projets seront évalués sur la base de 4 critères principalement sportifs et dédiés à la haute performance. Donc, 4 critères sportifs pour une notation à hauteur de 70%. Un critère concernant la cohérence avec le projet de performance fédérale pour 40% de la note, la probabilité d'accueil des athlètes sur l'équipement à hauteur de 10%, la carence en équipement de haut niveau sur le territoire considéré pour 10%, et la constitution de pôles multisports attractifs pour les délégations à hauteur de 10%. Ce ne seront bien évidemment pas les seuls critères. Nous aurons 2 critères complémentaires, un critère environnemental et un critère territorial. Donc environnemental parce que ce n'est pas la seule préoccupation, que le sport n'est pas la seule préoccupation et que le sport doit intégrer aussi des démarches éco-responsables, donc les circuits courts, par exemple, les matériaux, l'utilisation de certains matériaux, des démarches de qualité environnementale, donc seront prises en compte à hauteur de 15%. Et puis également la carence territoriale en équipement sportif, donc à hauteur de 15% également,
Donc l'appartenance à un territoire carencé, la localisation d'un projet en territoire carencé donnera des points supplémentaires. Donc pour les milieux urbains, ce sont des projets qui seront situés en QPV ou à proximité immédiate. Et dans les zones rurales, ce sont des projets qui sont situés dans des communes en zone de revitalisation rurale, dans des communes qui font partie d'une intercommunalité qui a signé un contrat de ruralité, ou encore dans un bassin de vie qui comprend plus de 50% de population en zone de revitalisation rurale. Et nous tiendrons compte également de 3 critères qui permettront de départager les projets à notation égale. Ce sera la pratique féminine, si un effort est fait pour encourager la pratique féminine, si le projet tient compte et donne la possibilité aux athlètes paralympiques de venir s'entraîner, ou encore des clauses d'insertion sociale qui seraient intégrées dans les marchés. Donc voilà les critères sur lesquels, sur la base desquels les dossiers seront analysés et notés. Alors tout cela dans un calendrier qui est déjà bien avancé, puisque si l'on peut passer à la diapositive suivante, l'appel à projet a été ouvert début mars à l'issue de la diffusion d'une note de service qui a été largement diffusée au préfet de région et à l'ensemble des représentants des 4 collèges de l'Agence nationale du sport. Donc, les dossiers ont commencé à être déposés à compter du mois de mars et sont instruits et ont commencé à être instruits par les services déconcentrés en charge des sports. Jusqu'à, j'allais dire, à peu près à la fin de la semaine, hein, grosso modo, puisque les dossiers doivent nous être transmis au 30 avril. Donc, les services instructeurs vont clore le dépôt des dossiers selon les départements ou les régions vers la mi-avril, peut-être tout au plus le 20 avril. Voilà, mais donc on va dire que l'appel à projet est quasiment terminé. L'agence examinera les dossiers qui lui auront été remontés et le comité de pilotage constitué de représentants de l'agence, alors le service des équipements sportifs bien sûr, mais également la direction haute performance de l'agence, la Solidéo, le ministère des Sports, un représentant de la DIJOP, un représentant de Paris 2024 et un représentant de l'Association des services de l'État en charge des sports se réuniront. Donc ces personnes, ces représentants composent le comité de pilotage et ce comité de pilotage se réunira à la fin du mois de juin pour retenir les dossiers qui pourront être soutenus par l'Agence nationale du sport en vue d'une annonce avant les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo. Donc on est dans un calendrier très contraint. Cet appel à projet est pratiquement terminé et donc va s'ouvrir la phase d'examen de ces dossiers. Donc c'est vrai que c'était très court, mais le calendrier nous est imposé aussi et par conséquent la sélection se fait un peu en quelque sorte déjà un peu naturellement. Voilà, je voulais vous présenter pour conclure cette présentation synthétique et bien évidemment on pourra revenir plus en détail sur certains aspects et puis répondre à vos questions. Je voulais vous présenter donc l'équipe qui travaille sur les CPJ, donc Pierre Chastrou qui s'est présenté tout à l'heure, qui est le référent TDJ et CPJ au sein de mon service, Guillaume Schwab qui nous a rejoint récemment et qui va également travailler sur les CPJ en relation avec Pierre, et Sébastien Sobzac, qui est conseiller haute performance au sein de la direction du même nom. Voilà, et donc nous sommes en tout cas Pierre Chastrou et moi-même à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup Valérie pour cette présentation très précise
et qui aura, j'espère, éclairé nos participants. Avant de continuer et d'avoir les présentations de messieurs Baudard et Blanc pour les collectivités et qui puissent nous expliquer quels sont les choix et les stratégies qui ont été faites dans leur collectivité, je vais laisser la parole à Dominique Charrier pour les premières questions sur le chat. Merci. Alors effectivement, on a eu plusieurs questions un peu techniques qui ont été posées et qui peut-être vont provoquer des réponses courtes. La première, est-ce aux collectivités de remplir ce catalogue en ligne? La seconde, est-ce qu'il y a une convention de type en français et en anglais? Ça pourrait donc faciliter la tâche des villes. Et puis après, on a une question qui a une dimension un peu différente, peut-être un peu moins technique, mais qui aura, je n'en doute pas, un certain nombre de répercussions donc, économiques sur le changement de la charte graphique pour Terre de Jeux. Alors pourquoi cette évolution? Vous les avez déjà donné des éléments de réponse en une phrase tout à l'heure. Et puis surtout une question sur le coût, parce que finalement ce coût peut être supporté par les communes qui ont certainement déjà produit des outils de communication. Peut-être, Maxime, je te laisse répondre sur la plateforme et puis je prends la suite. Ça me va. Rapidement sur la plateforme, pour les collectivités qui sont centres de préparation au jeu, elles ont suivi le process et on est revenu vers elles courant novembre pour justement les solliciter pour quelques paragraphes de leur choix à intégrer sur la plateforme ainsi que des photos de leur choix. Donc, elles nous ont transmis du contenu et on a également intégré du contenu de notre côté. Sur l'aspect conventionnement, à date, on n'a pas, nous, prévu de convention de type. Je pense qu'il faut qu'on aille plutôt vers du partage d'expérience. La réalité, c'est qu'il y a évidemment, il y aura plein de cas différents. Donc, je prends le point et on va regarder ça, mais c'est pas prévu. Sur l'anglais, la remarque de fond, c'est que on aurait peut-être dû le mettre dans la slide sur ce qu'attendent les CNO et les CNP, mais évidemment, ça va être, à mon avis, un des gros enjeux d'avoir des équipes qui arrivent au moins à communiquer en anglais, à interagir en anglais avec les délégations étrangères. Ça, c'est certain. Et effectivement, c'est parfois un enjeu pour les collectivités, mais c'est vrai que ça va être une attente assez forte de la part des délégations étrangères, forcément. Sur Terre de Jeux 2024, oui, en effet, j'ai commencé à donner la raison. En fait, on a conscience de ce que ça implique pour les collectivités. C'est plutôt, en fait, Terre de Jeux est victime de son succès. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire des Jeux, on a réussi à quelque part faire en sorte que le CIO accepte qu'il y ait une marque qui ne soit pas avec les anneaux, mais qui rappelle les jeux et qui soit distribuée, entre guillemets, gratuitement aux collectivités pour faire vivre les jeux partout dans le territoire. Et c'était honnêtement je le dis d'autant plus facilement que c'est pas moi qui ai mené ce combat, mais ça a été quand même une vraie avancée vis-à-vis du CIO et assez pas facile à obtenir. Terre de Jeux devient une marque très attractive et il y a eu une volonté en fait de la rapprocher de l'univers de Paris 2024. Donc nous on voit plutôt ça évidemment comme d'un point de vue purement communication comme une très grosse opportunité pour les collectivités. C'est-à-dire qu'en gros vous verrez, ça sera dévoilé, mais ça va se rapprocher très largement de l'univers de Paris 2024. On a bien conscience que ça va impliquer des coûts pour les collectivités. C'est pour ça que c'est pas, on va pas vous demander d'arracher tous vos panneaux de communication, etc. Ça sera une transition douce entre les deux univers de marque. Beaucoup plus douce que si c'était Paris 2024 où là on est très contraint. Donc l'idée c'est de vous laisser le temps de vous adapter. Par contre, effectivement, la communication autour des CPJ, les nouveaux outils de communication qui vont sortir, etc., seront
avec la nouvelle marque. Voilà. Par contre, juste pour compléter, Johan, si tu me le permets, Bien sûr. Pour rappeler que ce qui avait été créé avec la charte actuelle, avant qu'elle ne change, on ne demandera pas aux collectivités de reproduire ces mêmes contenus à la nouvelle charte. En tout cas, ce qu'on veut dire, c'est que ce qui nous a déjà été transmis, on ne va pas vous demander de nous le transmettre à nouveau. Par contre, les nouveaux contenus, effectivement, on vous demandera à ce que ce soit à la nouvelle charte. Merci. On a aussi un certain nombre d'observations sur les questions de rythme, sur les questions de calendrier, puisque les contraintes semblent assez nombreuses pour les collectivités locales. Et on a aussi une interrogation autour des critères d'éligibilité pour obtenir la subvention, avec notamment le critère de la performance donc fédérale, donc de l'adéquation avec le projet de performance fédérale à hauteur de 40%. Et on a une interrogation sur le nombre de villes qui finalement pourraient être concernées dans ce cadre-là. Oui, donc effectivement, les délais sont très contraints, ça c'est un fait. Comme je le disais lors de la présentation, ce sont aussi des délais qui nous sont imposés et il y a un calendrier à suivre. Ce calendrier, j'allais dire, a été raccourci par la crise sanitaire, le décalage des Jeux de Tokyo. Donc malheureusement, oui, c'est vrai, c'est encore plus contraint que ça aurait dû l'être. Et donc, il y aura une sélection naturelle qui va s'opérer du fait de ce calendrier. Nous en sommes vraiment désolés, mais il n'y a évidemment pas d'autre possibilité. C'est également très court pour réaliser les équipements sportifs, puisque si on veut laisser un peu de temps aux athlètes pour qu'ils s'entraînent, il faut impérativement que les équipements réalisés en dernier le soient au plus tard en juin 2023. C'est extrêmement court. Donc oui, malheureusement, la sélection va être forte. Et du fait justement de ce calendrier court, il n'était pas possible d'envisager que les dossiers ne soient pas déposés dans le meilleur des cas au niveau de l'avant-projet détaillé, puisque en fait, c'est au niveau de l'avant-projet détaillé à minima que les coûts commencent à être stabilisés. Donc, pour évaluer le projet et être prêt à engager les travaux, il fallait véritablement que les dossiers soient à ce stade, voire à plus avancé encore, puisque c'est la raison pour laquelle on a permis également que les opérations, pour justement laisser un peu plus de portes ouvertes, sinon ça aurait été encore plus sélectif, mais donc permettre à des collectivités de démarrer quand même les travaux. Bon, évidemment, nous ne prendrons en compte que les travaux n'ont commencé dans la base du montant subventionnable, mais cela dit, ça permet quand même à davantage de collectivités d'être candidates, en tout cas. Voilà. Sur le critère de 40%, je vais laisser Pierre répondre s'il le souhaite. Oui, tout à fait. Je comprends la question. Simplement pour réexpliquer, on va en effet valoriser les structures et les équipements qui sont dans les structures d'excellence et les structures d'accession des projets de performance des fédérations. Néanmoins, d'autres projets qui ne seraient pas dans ces structures d'excellence ou d'accession pourront être financés et on vous invite très vivement à obtenir aussi le soutien des fédérations, puisque c'est auprès d'elles qu'on va aussi s'assurer que l'équipement est en cohérence pour le moins avec le projet de performance fédérale, quand bien même il ne serait pas strictement référencé comme structure d'excellence ou structure d'accession. Et c'est avec le pôle haute performance de l'agence et les fédérations qu'on va s'assurer de ça. Alors, je précise juste qu'effectivement, nous sommes dans un contexte de haut niveau et de haute performance. Donc, ces critères ont été largement pesés en relation avec Paris 2024 et la direction de la haute performance de l'agence. C'est une contrainte forte, mais nous sommes dans un contexte quand même spécifique. Donc, ça méritait quand même que ces critères sportifs, et notamment celui-ci, soient quand même pris en compte de façon conséquente dans la notation.
Merci beaucoup de ces premières présentations et de ces premiers éléments, je dirais, de cadrage concernant les CPJ. Je vous propose qu'on aborde désormais le sujet concret du choix de certaines collectivités de s'engager en tant que CPJ, de manière plus générale dans le label terre de jeu. Et je vais proposer à Michel Baudard de nous présenter quel est ce choix, cette stratégie qui sont faits au niveau de Tremblay en France. Et aussi de quelle manière, au sein des équipes municipales et avec les partenaires locaux, vous travaillez à la mise en valeur de ces CPJ. Oui, merci. Donc, Tremblay en France, on a eu la chance d'avoir 4 centres de préparation sur 6 proposés, donc de labelliser cette installation au premier examen, donc 21% des centres du département, hors site bien sûr olympique. Le centre de préparation de jeu, c'est un outil complémentaire à Terre de Jeu 2024. C'est-à-dire que Terre de Jeu 2024 nous a aidé à promouvoir les actions en faveur des Jeux Olympiques et la promotion de l'activité sportive, ainsi que ceux qui le mettent en œuvre, hein, c'est toutes nos associations sportives. Là, les centres de préparation des Jeux, c'est plus une reconnaissance de la qualité du patrimoine, de la qualité de l'environnement, puisque dans le cahier des charges, il y a quand même pas mal de contraintes par rapport à l'hébergement, la restauration, voire les loisirs, où se situe la sécurité. Donc, c'est aussi un renforcement de cette labellisation terre de jeu par une reconnaissance à l'international de la qualité du patrimoine sportif et la qualité de son environnement. C'est très important par rapport à ça, donc c'était un renfort. Et le fait d'avoir ce renfort de cette identité sportive de la ville, de la qualité à l'international, c'était pour nous aussi mettre en valeur tous ceux qui ont construit ce patrimoine et ce terre, aussi bien les élus que les acteurs sportifs du territoire qui ont permis qu'on en soit aussi aujourd'hui à ce niveau-là. Alors nous, les centres de préparation des Jeux, un peu comme disait M. Pellico, on ne s'attend pas à recevoir une grosse délégation. Ce qui nous intéresse au travers de ces centres de préparation des Jeux, c'est d'initier une relation à l'international. L'accueil d'une délégation étrangère en soi, c'est un événement, il va nous permettre bien entendu de développer la pratique sportive du territoire et de rendre un peu de fierté sur le territoire, mais ça ne nous suffit pas. Ce qu'on souhaiterait, c'est plus aller vers des pays plus en voie de développement pour arriver à tisser une relation à l'international, mais nettement plus durable. C'est-à-dire que c'est bon, avant les Jeux Olympiques, mais une relation qui puisse nous permettre d'aller au-delà. On peut s'appuyer également sur l'appel à projet du ministère des Affaires étrangères sur sport et coopération décentralisée. Ça, on y pense déjà, de comment on s'appuie sur cette initiative-là pour pouvoir nous aider à développer ce partenariat-là. Alors, comment on implique les enjeux complémentaires aussi, c'était nous. Je remarque que c'est un peu plus long que à ces centres de préparation des Jeux. On n'a pas voulu imposer le centre en disant c'est celui-là, nous on pense qu'il est bon. On est allé au-devant de nos associations sportives pour savoir il y a cette opportunité de centre de préparation des Jeux. Quelle installation vous pensez qu'il pourrait être proposée dans ce cadre-là des centres de préparation des Jeux? Et c'est eux qui nous ont suscité cette installation-là. C'est eux qui ont été obligés, dans le questionnement qu'on avait avec eux, c'est qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Pourquoi vous voulez qu'on valorise ce centre-là? Qu'est-ce qu'on va mettre en valeur sur ce centre-là? Et pourquoi vous nous dites tout ça sur ce centre? Dites-le nous. Qu'est-ce qui fait que ce centre-là, on doit le préparer et que vous êtes d'accord, le proposer et que vous êtes d'accord pour qu'on le prépare? C'est ça aussi qui était très motivant dans le travail. Deuxième partie du travail que je remarque aujourd'hui, c'est que ça nous permet de déclencher du travail en transversalité avec différents services municipaux, ce qui ne faisait peut-être pas auparavant. La relation avec le service culturel devient quasiment obligatoire par rapport à ce que l'on veut faire. La relation avec notre service relations internationales devient obligatoire. Le partenariat et la relation avec le service économique du territoire est également importante parce que si on accueille une délégation, bien entendu, restauration, hébergement, on va travailler avec eux. Comment eux saisissent cette opportunité et sont partenaires avec nous, c'est toute cette chaîne-là qui est intéressante nous, dans cette mise en œuvre et dans l'utilisation de ces centres de préparation des Jeux. Si on était simplement un jour ils viennent, ils s'entraînent juste une semaine avant, bon,
ce serait bien, mais on serait franchement très déçus d'avoir fait tout ce travail pour simplement accueillir une délégation pendant une semaine, quoi. On voudrait vraiment que ce soit vraiment quelque chose de durable. On commence en 2021, ça va être un peu compliqué avec la crise, mais déjà 2022 vient d'impulser, voire fin 2021, et avoir 2022, 2023, 2024, et bien entendu, on a déjà des relations, par exemple, avec le Mali, le Burkina Faso, Cuba. Est-ce qu'on s'appuie sur ces relations déjà existantes pour vraiment aller beaucoup plus loin et tisser de quelque chose de durable? Comment on va chez eux pour implanter une activité qui n'existerait pas dans leur territoire? Comment on va chez eux pour implanter une activité de pratique féminine qui n'existerait pas dans ce territoire? Comment eux nous apportent leur savoir-faire, leur spécificité dans le cadre d'une activité sportive chez nous? Qu'est-ce qu'on peut développer ensemble? Vous savez, on a travaillé, on s'est beaucoup impliqué dans la semaine olympique avec les scolaires, et dès qu'on a évoqué cette possibilité d'être centre de préparation des Jeux, tout de suite ça a commencé à fuser avec le monde scolaire et l'éducation nationale, comment on pourrait faire et comment on pourrait profiter de cette opportunité d'avoir des athlètes de haut niveau d'une délégation étrangère, et comment on pourrait faire pour tisser quelque chose de durable avec ce pays-là, ou avec une ville, ou avec ces athlètes-là. Tout de suite, on a vu que ça commençait à fleurir, et ils ont commencé à gratter sur un bout de papier, savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Je prends aussi des associations sportives avec qui on a travaillé sur quel centre et pourquoi ce centre. On s'appuie sur eux également pour dire, mais vous, quelle délégation vous penseriez qu'il serait utile de faire venir dans votre spécialité sportive? C'est-à-dire qu'on les implique déjà dans l'idée d'aller rechercher une délégation vers qui on pourrait s'adresser parce qu'elle correspond à leur souhait d'accueil. Ce qui fait qu'eux, tout de suite, ils rentrent dans le dispositif, tout de suite en recherchant qu'est-ce qui me permettrait de rentrer en contact avec quelqu'un, etc. Et ça y est, tout de suite, le rugby dit, bah oui, moi tiens, j'ai formé 2 joueurs sénégalais que j'ai envoyés au Stade français, il pourrait être mon ambassadeur pour trouver au Sénégal, voilà. Et hop, on y va, on continue comme ça, et ça s'enchaîne, où les gens rentrent vraiment acteurs et vont s'impliquer avec nous pour rechercher. Ce n'est pas le service de la ville qui va trouver la délégation, c'est bien ensemble où on va trouver la délégation, ce qui nous permettra aussi de s'assurer du succès de ce travail mené après avec la délégation. Si on l'imposait, je ne suis pas sûr qu'on aurait autant d'adhésion à cet accueil à ce travail qu'on veut mener avec les délégations étrangères. Après, on a aussi, je remarque, on s'en sert également, ça fait prendre conscience aussi à notre tissu sportif que leur patrimoine, il est de qualité. Voilà, ça leur évite de trop râler, et eux, ils sont obligés de vanter leur patrimoine et dire qu'il est de qualité, puisqu'il était reconnu. Faire dire oui. Tout de suite, on atténue cette frustration chez nos administrés. Voilà, je vous dis l'essentiel de la raison de notre candidature au CPJ. Merci beaucoup, Monsieur Baudard. Quelques questions complémentaires éventuellement pour vous demander, au-delà de tout ce que vous nous avez présenté, de tout le travail que vous avez conçu et que vous continuez de construire, quelle vision avez-vous, quels objectifs vous fixez-vous au-delà de 2024 par rapport à toutes les actions que vous aurez menées et à la mise en valeur de ce patrimoine? Est-ce que, par exemple, après 2024, vous souhaitez pouvoir accueillir peut-être pas forcément des compétitions internationales, quoique, mais d'autres équipes dans d'autres cadres? Quelle suite envisagez-vous de donner à ces relations que vous avez pu nouer, construire peut-être autrement aussi dans le cadre des Jeux Olympiques? Quel après à ces CPJ? C'est un peu ce que j'ai essayé de vous faire sentir tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est l'après qui nous intéresse. Si jamais après 2024 on n'a rien, je pense qu'on aura échoué. Ce qu'il faut là aujourd'hui, c'est que on ait des liens qui se créent avec des délégations étrangères, mais un pays étranger, une ville, et que ces liens puissent perdurer. Alors perdurer bien entendu pour l'accueil. Si on a du haut niveau, on peut accueillir du haut niveau. On a des installations qui sont reconnues de haut niveau, on peut très bien faire. C'est vraiment ça qui est intéressant. Après, c'est
nous, en tant qu'élus également, c'est aussi, bon, on ne peut pas faire une chose et puis s'arrêter. Donc, c'est comment aussi on accompagne tous les dispositifs. On ne peut pas dire on a fait et puis maintenant on arrête. On est dans un dispositif et on est obligé de l'accompagner. C'est sûr que quand on se lance dans une démarche comme ça, on est sûr que nos associations, après, vont nous demander d'accompagner certains projets. Et ça, il faudra qu'on le fasse. Je pense que c'est obligatoire, c'est ce qu'on a voulu. Voilà. Je vous dis, c'est surtout tout l'après 2024 qui est intéressant. Si simplement pour accueillir une ou deux délégations avant 2024, bon, c'est bien, ça va valoriser, mais c'est pas ça le plus intéressant dans une candidature, pour moi, pour nous, hein. C'est pas ce qui est le plus intéressant dans une candidature au centre de préparation des Jeux. Voilà. Merci beaucoup. Je repasse la parole à Dominique pour quelques questions et remarques. Oui, alors là, il s'agit, je m'autorise une remarque personnelle, en fait, Michel. Si ma mémoire est bonne, la ville de Tremblay avait donc refusé de s'engager autour de l'Euro 2016 pour des raisons politiques. Et du coup, là, vous avez fait le choix de vous engager sur les Jeux Olympiques. Est-ce que tu peux donner quelques éléments pour expliquer ce nouveau point de vue? L'Euro 2016, bon, honnêtement, on n'aime pas trop développer la pratique du football. Le football, franchement, on préfère développer d'autres spécialités sportives. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on ne s'est pas engagé aussi dans l'Euro 2016, avec tout ce qu'est l'Euro 2016. Hein. Bon, on aura aussi des contraintes de sécurité par rapport à la délégation des pays, mais autour de l'Euro 2016, avec aussi les fan clubs et tout le truc, c'était un peu compliqué, ça faisait un peu peur à l'ensemble des élus. En plus, on a beaucoup de licenciés football sur notre ville et on n'est pas dans ces tendances à développer le foot. Pour revenir à la question, ça me revient aussi de Anne-Lise Kio tout à l'heure. Ce qui est intéressant également, par exemple, quand on a dans les sites dont je vous ai parlé tout à l'heure, sont des sites olympiques et paralympiques. On a proposé les deux. La discussion avec, par exemple, notre club de tennis, quand on a discuté de ces cours de tennis qui pourraient être, et on les met en olympique ou en paralympique. Tout de suite, quand on a dit on va le mettre sur les deux, il a dit c'est bien parce que j'avais justement l'idée de lancer le handi-tennis. Voilà, c'est formidable. Et ça a permis, juste l'idée, que lui, tout de suite, déclenche la mise en place d'une activité handi-tennis, tennis fauteuil. Voilà, le genre de petits trucs qui vont foisonner après. Après, pour répondre aussi à Dominique Charrier, il y avait aussi une chose aussi qui nous a motivés par rapport au centre de préparation des Jeux, c'est que pendant longtemps, on a été candidat à EdSite par rapport à un équipement sur l'intercommunalité qui s'appelait le Colisée, qui va quand même sortir de terre. Et on ne pouvait pas aussi, d'un côté, être candidat A et de l'autre côté, ne pas accompagner tout le dispositif de Paris 2024 et la valorisation des Jeux. Franchement, la Seine-Saint-Denis, on va avoir une chance extraordinaire d'accueillir les Jeux Olympiques. On ne peut pas rester à côté, on doit vraiment promouvoir ces JOP, promouvoir toute l'activité sportive et puis associer le plus possible de personnes avec nous dans cette dimension de promotion des Jeux et sur notre territoire. Et je pense que les centres de préparation des Jeux avec terre de jeu sont de très bons outils pour le faire. Merci beaucoup. Après cette présentation à l'échelle de votre commune, je vous propose d'écouter Antoine Blanc qui va nous présenter les enjeux autour d'une collectivité un petit peu plus grande, qui est à l'échelle du département du Val-de-Marne. Alors moi, ça coupe. Je ne sais pas si vous m'entendez. J'ai un acteur sur le territoire du Val-de-Marne et donc je lui laisse la parole pour nous présenter toutes ces actions. Merci Anne-Lise. Je vais partager l'écran, ou Anne-Lise tu partages. Vas-y, je t'en prie. Ouais, parce que j'ai un petit peu modifié la présentation. Je ne sais pas si vous voyez. Très bien. Bon, très bien. Donc, encore merci à Landis Île-de-France de me permettre de vous présenter un peu la dynamique collective qui est engagée depuis 2 ans à l'échelle du département.
Je vais vous présenter non pas un projet de la collectivité du conseil départemental du Val-de-Marne, mais bien un projet à l'échelle du Val-de-Marne, collectif, qui associe l'ensemble des acteurs sportifs du département, que ce soit les collectivités, le mouvement sportif, différents partenaires, le comité départemental de tourisme. Je m'excuse auprès des collègues directeurs des sports du Val-de-Marne qui vont retrouver des choses qu'ils ont vues hier soir lors du premier comité de pilotage JO 2024. Mais voilà. Donc, dans un premier temps, très rapidement, le Val-de-Marne, pourquoi être un territoire qui accueille les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sur un territoire d'environ plus d'1,3 million d'habitants et 47 communes? C'est que, évidemment, le Val-de-Marne a une forte identité sportive, donc avec très rapidement en chiffre 264 000 licenciés, 1900 clubs sportifs, 3 clubs évoluant dans un championnat professionnel. C'est également un peu moins de 180 sportifs de haut niveau inscrits sur liste ministérielle qui sont soutenus par le conseil départemental, et également 9 sportifs de haut niveau qui sont sous convention d'insertion professionnelle, et également lundi des bourses olympiques qui ont été votées pour accompagner les sportifs Val-de-Marne licenciés dans un club du Val-de-Marne qui iront porter les couleurs de la France, mais également de celles du département à Tokyo cet été. Également de nombreux sièges de fédérations françaises sportives et récemment l'accueil avec grand plaisir de l'Agence nationale du sport à Ivry-sur-Seine. L'organisation de différents événements sportifs internationaux, mais également une priorité très importante pour le Val-de-Marne qui est le sport pour tous, avec l'organisation chaque année des Jeux du Val-de-Marne qui associe l'ensemble des acteurs sportifs du département et qui réunit pendant une quinzaine sportive près de 120 000 participants chaque année. Voilà pour la petite identité qui montre un petit peu et évidemment qui fait du Val-de-Marne un petit peu une terre de jeu. Donc le département a été labellisé en janvier 2019. En gros, le département a un objectif, c'est comment le département accueille également les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, en étant limitrophe quand même de Paris et de 93, et en n'ayant aucun site d'épreuves olympiques et paralympiques, contrairement à nos voisins de la Petite Couronne. Excusez-moi. Et notamment grâce à ses atouts, par sa situation géographique, la forte identité sportive que je viens de vous évoquer, mais également des atouts en termes de transport. Enfin voilà, on a quand même l'aéroport international d'Orly, bientôt et en 2024 sera construit et il y aura le prolongement de la ligne 14 du métro qui ira de l'aéroport d'Orly à Paris, donc évidemment avec une accessibilité renforcée des sites olympiques. Un cadre de vie attractif avec de nombreux parcs départementaux, la Seine et la Marne. Voilà, donc on se dit évidemment, on est très proche, on a des atouts, donc on a aussi quelque chose à jouer dans l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Et notamment aussi un ADN un peu particulier dans le Val-de-Marne, c'est de travailler et de conduire des actions toujours en partenariat, en manière collective, avec un lien fort entre la ville et le département. Dans ce cadre-là, notamment pour les centres de préparation aux Jeux, dès 2019 et l'annonce du label Terre de Jeux, puis du label CPJ, le département a sensibilisé les villes et les partenaires autour de ces deux labels-là, en leur proposant une mise à disposition de l'ingénierie départementale, que ce soit au niveau du conseil départemental qu'au niveau du conseil départemental de tourisme, pour accompagner tous les acteurs qui avaient envie de rentrer dans cette dynamique Terre de Jeux et cette dynamique CPJ pour les accompagner enfin, voilà, dans cette dynamique olympique. Donc, on l'a joué un peu collectif à l'échelle du Val-de-Marne, avec une première étape, suite à cette sensibilisation. On a créé un groupe sport à l'échelle départementale, composé de l'ensemble des villes volontaires, de différents partenaires, services de l'État, comité départemental olympique et sportif, comité départemental du tourisme, également d'autres partenaires, et notamment la Fédération française de hand avec la Maison du hand, le Centre hippique international de Grosbois, le syndicat mixte de parcs interdépartementaux à vocation sportive, donc avec une première étape sur
le label Terre de Jeux. Au final, selon les chiffres qui avaient été transmis ces derniers mois par Paris 2024, le Val-de-Marne s'est situé à la 3e place en taux de labellisation au niveau de ces communes, avec 62% et aujourd'hui 64%, puisqu'on a 30 communes labellisées Terre de Jeux sur 47. La deuxième étape, comme l'ont évoqué Joanne Pellicot et Maxime Duchesne, c'est évidemment ce lien très fort entre le label Terre de Jeux et le label CPJ. Donc, c'était de travailler collectivement et d'échanger pour candidater sur différents sites sportifs dans le département sur le label CPJ. Et donc, avec 3 modalités de candidature. Une candidature départementale où le conseil départemental est chef de file. Une candidature collective avec peut-être une collectivité qui rassemble d'autres autorités de site. Et enfin, des candidatures individuelles. Quel que soit le niveau de candidature, on était tous autour de la table. On garantissait l'autonomie de chacun, mais on échangeait et on partageait ensemble pour mutualiser les forces. Pour candidater et être retenu par le comité d'organisation de Paris 2024. Au final, je me suis permis, les collègues de Paris 2024, de travailler un petit podium sur les CPJ. Le Val-de-Marne ressort comme le département au niveau national numéro 1 en termes de nombre de CPJ qui ont été sélectionnés lors de la première phase avec 29-30 CPJ sélectionnés dans cette première phase. En termes de répartition géographique, la cartographie qui vous est présentée montre un petit peu, avec l'identité visuelle actuelle, les villes labellisées Terre de Jeux sur l'ensemble du territoire du Val-de-Marne, ainsi que celles qui sont colorées, les villes labellisées CPJ qui représentent 12 villes sur le département. Également le département avec son centre de tir à l'arc qui est géré par l'association Cogetarc, mais également le syndicat mixte du parc du Choisy et du parc du Tremblay qui ne pouvaient pas candidater en son nom et donc à qui on a accompagné la candidature, la Maison du Hand avec la Fédération française de hand et également le domaine de Grosbois qui est un centre hippique international sur le Trot. Très rapidement, donc 3 niveaux de candidature comme je vous l'ai dit. Alors, une candidature départementale où le département est chef de file et rassemble 8 villes, un syndicat mixte, le centre hippique international et l'équipement départemental de tir à l'arc. Au final, c'est 16 CPJ sélectionnés qui représentent 17 disciplines olympiques et 10 disciplines paralympiques. On a une candidature christolienne avec la ville de Créteil qui est chef de file et qui rassemble le territoire qui est gestionnaire d'un parc des sports d'intérêt territorial et également qui porte le CPJ Maison du Hand, qui est le siège de la Fédération française de hand. Et sur cette candidature christolienne, on a 4 CPJ sélectionnés représentant 8 disciplines olympiques et 7 disciplines paralympiques. Et enfin, 5 villes qui ont candidaté individuellement et qui représentent 7 CPJ sélectionnés représentant 8 disciplines olympiques. Au niveau cartographique, vous avez cette répartition géographique sur le Val-de-Marne, donc entre les différents niveaux de candidature. Et donc, au total, c'est 21 disciplines olympiques qui sont actuellement représentées dans cette phase 1. Et au niveau paralympique, 14 disciplines qui sont représentées au niveau candidature chef de file département et candidature chef de file Créteil, avec encore certains CPJ paralympiques qui doivent s'améliorer pour être encore plus accessibles pour les athlètes paralympiques qui viendront en préparation dans le Val-de-Marne. Au-delà d'avoir été retenu, c'est super, on a plein de CPJ dans le Val-de-Marne. Tout de suite, on s'est dit, et on l'a vu, Joanne Pellicot et Maxime Duchesne l'ont évoqué, au niveau national, on a plus de 600 équipements qui ont été désignés CPJ. Et en Ile-de-France, la région qui accueillera les JOP 2024 de façon très importante, on a plus de 130 CPJ sélectionnés en Ile-de-France. Donc en gros,
il y a une nécessité d'analyser un petit peu le contexte concurrentiel qui peut exister au niveau Île-de-France dans un premier temps pour maximiser les chances d'accueillir les délégations selon certaines disciplines. Et donc, à l'échelle de la région Île-de-France, on a remarqué, c'est encore à travailler et à peaufiner, et notamment en partenariat avec le mouvement sportif. Le Val-de-Marne est le seul CPJ sur le tir sportif à Créteil, semble peu concurrencé sur les disciplines du tir à l'arc, du canoë, sprint, aviron, équitation, lutte, triathlon et pentathlon moderne. Semble bien placé malgré une concurrence forte sur les disciplines d'escrime, de judo, de boxe, de tennis de table, d'athlétisme, de taekwondo, mais on se dit qu'on est pas mal placé avec des atouts qui sont identifiés, notamment des sites importants, la présence de sportifs de haut niveau dans ces disciplines dans les clubs val-de-marnais, l'organisation de manifestations, etc. En revanche, en situation concurrentielle sur le badminton, le football, le rugby et le handball, avec le site olympique qui est situé à Lille. En revanche, en effet, on a essayé de faire une analyse par discipline et je vous propose de vous présenter un petit peu très rapidement l'analyse qu'on a faite sur deux sports qui ont une très forte identité dans le Val-de-Marne. Dans un premier temps, le judo, où on a un historique au niveau du Val-de-Marne très important avec de nombreux champions et surtout championnes qui reviennent à chaque Olympiade avec des médailles et notamment les médailles d'or. La présence sur le département de 3 structures de haut niveau performantes, des relations existantes entre les clubs, le département, les collectivités, la fédération française, de nombreux judokas et judokates qui sont accompagnés en convention d'insertion professionnelle et qui font les Jeux olympiques. On se dit que là, on a quand même des ambassadeurs, des liens, des réseaux qui peuvent nous donner beaucoup de chance pour accueillir des délégations. Mais ce constat, on a une offre importante de CPJ, avec 119 en France, et Maxime l'a évoqué, sur certaines disciplines, il y a quand même beaucoup de CPJ, et c'est le cas sur le judo, 28 en Île-de-France et 4 en Val-de-Marne. En revanche, on a regardé ce qui s'était passé à Rio, et on voit qu'on peut avoir une demande importante de la part de délégations pour pouvoir venir se préparer et s'acclimater avant les JO, avec tout de même 136 délégations représentées, et notamment 88 non européennes. Donc voilà pour la discipline judo. Autre discipline importante pour le Val-de-Marne, c'est le handball. Évidemment, avec l'assurance d'être, entre guillemets, le centre de préparation aux Jeux, notamment des équipes de France, avec la Maison du handball, qui est le site de préparation des équipes de France. Également 2 clubs professionnels au plus haut niveau, avec l'US Ivry et l'US Créteil, qui ont formé ces dernières années plusieurs joueurs en équipe de France. Évidemment, également des relations existantes entre les clubs, le département et la fédération. Et 3 CPJ val-de-marnais de qualité, vu ces atouts que je viens d'évoquer. En revanche, aujourd'hui, on a un site olympique éloigné qui se situe à Lille, et on a seulement 12 délégations, dont la moitié sont européennes, qui viendront faire les Jeux olympiques et paralympiques en 2024. Et donc, on se dit que, notamment les Européens, ils vont se préparer chez eux et ils n'auront pas forcément besoin de venir se préparer en France, et particulièrement dans le Val-de-Marne. Et en plus, on a une forte concurrence en région, avec 26 CPJ en Île-de-France, 3 CPJ en Val-de-Marne et 8 CPJ en région Hauts-de-France, à proximité du site olympique à Lille. Voilà un petit peu pour l'état des lieux et la problématique. Et donc, en gros, aujourd'hui, pourquoi on s'est positionné dans un premier temps sur les CPJ? On a eu le calendrier de Paris 2024 avec les actes de candidature, les sélections qui nous ont un peu bousculés. Ça a été la priorité qu'on a donnée pour ça. Accueillir pour le département, je parle le département avec petite idée, pour accueillir le Val-de-Marne, pour le Val-de-Marne, accueillir des délégations étrangères en amont des Jeux dans nos CPJ. C'est créer une dynamique sportive, on l'a dit précédemment, c'est valoriser, renforcer l'attractivité du territoire, mais c'est également célébrer avec les habitants pendant plusieurs années, avec les sportifs qui viendront se préparer. Aujourd'hui, on a une nouvelle étape de travail, c'est comment on définit collectivement des conditions et des règles d'accueil de délégation, avec des enjeux, quels liens, quelle complémentarité, quelle mutualisation entre sites d'une même discipline,
on peut avoir sur un même périmètre géographique, sur une même discipline, en identifiant les besoins, les atouts de chacun pour maximiser nos chances d'accueillir les délégations. Et définir des principes de non-concurrence entre les CPJ val-de-marnais, car on est déjà dans un champ très concurrentiel. Et peut-être, et certainement, travailler sur des lignes directrices à l'échelle du Val-de-Marne, sur la tarification, l'hébergement, la restauration, les déplacements, etc. Mais également l'environnement, les visites culturelles, et c'est pour ça qu'on travaille en étroite collaboration avec le comité départemental du tourisme et l'ensemble notamment du club des hôteliers pour essayer de définir une tarification pour les hébergements et de trouver les petits plus qui feront venir les délégations étrangères, car on est vraiment situé à très grande proximité des sites olympiques et des lieux des Jeux olympiques et paralympiques, mais également dans un environnement un peu préservé de la frénésie parisienne au niveau du Val-de-Marne. Et donc, comment séduire les délégations en attendant d'avoir peut-être des informations plus précises de Paris 2024 dans les prochaines semaines? C'est un travail spécifique de lobbying et de promotion territoriale, notamment en mobilisant le mouvement sportif et les athlètes en tant qu'ambassadeurs de notre département pour prêcher la bonne parole auprès de leurs pairs et de leurs homologues pour venir se préparer et s'entraîner dans le Val-de-Marne, des actions de lobbying lors des événements et manifestations de haut niveau, la mobilisation des acteurs du tourisme au niveau des hébergements, des sites de visite, la réalisation d'un outil de promotion du territoire et des CPJ. Donc là, je vais un peu freiner ma direction de la communication vu qu'il y a une nouvelle identité visuelle qui va arriver. Et évidemment, continuer toute l'animation en dynamique autour du comité technique sport qui regroupe tout de même près d'une 50aine de personnes pour échanger, coordonner, organiser et mettre des actions collectives à l'échelle du département et du Val-de-Marne. Voilà pour ma présentation. Je vous remercie. Et je vais les partager. Merci beaucoup Antoine pour cette présentation extrêmement intéressante de ce travail collectif au niveau du territoire du Val-de-Marne. J'avais éventuellement deux questions complémentaires. Alors même question qu'à Michel Baudard. Quelle est la vision du conseil départemental en particulier, mais peut-être de manière plus générale du territoire et des autres collectivités à ce stade? Quelle vision, quels objectifs pour après 2024? Quel héritage? Oui, travail. Alors, c'est très important hein, pour la collectivité, mais pour tous les partenaires, cette notion d'héritage. Je n'ai pas envie de parler à la place d'eux, mais je vais quand même me positionner sur 3 points. Sur le point qu'on évoque aujourd'hui des centres de préparation aux Jeux, ça permet par exemple à certaines structures et certains équipements de pouvoir diversifier ces activités et qui vont pouvoir être pérennisés dans le temps après 2024 et accueillir peut-être d'autres disciplines sportives. J'entends par là très concrètement le domaine, le centre hippique international de Grosbois, c'est le centre international du trot, notamment les épreuves que vous voyez à l'hippodrome de Vincennes. Et là, il se positionne sur l'équitation olympique, le concours complet, le dressage, et c'est quelque chose de nouveau pour lui parce qu'il a une volonté d'ouvrir son site à d'autres activités sur les prochaines années et pas que jusqu'en 2024. C'est également le cas pour la Maison du Hand. Voilà, c'est un site de handball, mais c'est aussi une opportunité de diversifier l'accueil d'activités et d'autres sports. Après, deuxième point, je ferai un petit focus sur, par exemple, le paralympique. De pouvoir candidater sur des centres de préparation aux Jeux paralympiques, c'est très important, en particulier pour le département avec notre compétence obligatoire sur les personnes en situation de handicap. Et c'est déjà le cas sur de travailler ce projet JO avec Versus Paralympique pour que le sport soit un levier et un outil inclusif et qu'on diffuse voilà, plus de sport à destination des personnes en situation de handicap.
Et on travaille actuellement avec la direction de l'autonomie et la MDPH au prochain salon des aidants et de la maison départementale du handicap qui aura lieu en fin d'année, notamment en essayant de proposer des ateliers sportifs aux gens qui viendront à ce salon à destination des personnes en situation de handicap, en lien avec les disciplines paralympiques qui ont été définies au niveau du CPJ. Et enfin, dernier point, c'est l'attractivité du territoire. On accueille des délégations, on se met tous ensemble jusqu'en 2024, on fait venir des gens et les gens, on espère qu'ils viennent en 2022, 2023, juste avant 2024. Et puis, bienvenue et revenez en 2025, 2026, 2030. Donc voilà, c'est également un outil de promotion et de marketing territorial et d'attractivité du Val-de-Marne. Merci Antoine. Et une dernière petite question complémentaire, un peu poil à gratter par rapport à l'actualité. Alors peut-être sans aucune incidence, mais tu nous diras, est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir un impact du résultat des élections départementales sur cette stratégie, sur ces projets au mois de juin prochain ou pas du tout? Ah oui, c'est bien poil à gratter. Je ne sais pas la conclusion des élections futures. J'ose dire, notamment dans mon parcours et les différentes collectivités que j'ai pu faire, c'est que le sport traverse et est assez unanime. On le voit un petit peu hier, on a fait le premier comité de pilotage départemental où on a eu plus de 30 communes représentées et de tous bords politiques, plus une quarantaine de comités départementaux sportifs. Je pense que vu la nature des collectivités qui se sont engagées dans le label Terre de Jeu, dans le CPJ, vu le travail qu'on a fait depuis presque 2 ans maintenant de coordination et de collectif, où on est tous ensemble autour de la table, quelles que soient les couleurs politiques, j'aurais à dire que ça ne peut que continuer cette dynamique. Et j'espère ne pas me tromper, quel que soit le résultat. Non, je ne pense pas non plus. C'était un petit peu le résultat sur lequel je souhaitais t'entendre. C'est-à-dire que j'espère que globalement, on peut faire le constat dont on pourra, j'espère aussi se féliciter, que l'enjeu autour des Jeux Olympiques rassemble plus qu'il ne sépare et que au-delà justement de ces contingences politiques qui guident finalement notre actualité, pas quotidienne, mais enfin régulière, on puisse tous se retrouver autour d'un objectif commun qui dépasse ces enjeux politiques et c'est plutôt satisfaisant, je trouve. Je voulais revenir sur le sondage que vous avez vu toutes et tous, j'espère, même si tout le monde n'a pas répondu, et demander à Joanne Pellicot et à Maxime Duchesne ce qu'ils pensaient des résultats de ce sondage. Alors je pense normalement, comme nous toutes et tous, qu'ils doivent le voir dans le fil de conversation. Et du coup, je voulais vous demander un petit peu votre avis, messieurs, sur les résultats de ce sondage. Alors, pardon, mais moi, j'ai pas vu. Ah oui, d'accord. Je suis peut-être un petit peu. C'est le sondage combien qu'il faut qu'on regarde, le 1 ou le 2? Alors, c'est le 2. Ah, pardon. Je suis un peu pris au dépourvu, je ne l'avais pas vu. Pas de souci. Donc, je repose la question pour que tu puisses être sûr de la bonne analyse des résultats. C'est comment votre collectivité va-t-elle ou s'est-elle engagée sur l'accueil des JOP Paris 2024? Ouais, si je peux me permettre, et je laisserai Joanne compléter, c'est plutôt rassurant de voir qu'il y a plus de collectivités qui ont demandé le label Terre de Jeu que CPJ, vu que c'était un préalable de demander le label Terre de Jeu. Donc sur ça, on peut se féliciter au moins que chacun ait respecté le process. Mais c'est là où aussi on voit, et Joanne en a déjà parlé, que le choix de relier les CPJ au label Terre de Jeu, c'était pour nous un moyen d'intégrer les collectivités d'une autre manière que simplement via les centres de préparation au jeu, comme ce qui a pu être fait à Londres. C'est-à-dire, en quelque sorte, avoir un héritage qui dépassera les CPJ pour les collectivités, notamment qui n'accueilleront pas de délégation. Oui, tout à fait. C'est plutôt rassurant comme résultat. Nous, on a coutume de dire que, évidemment,
et Terre de Jeux 2024 et les CPJ sont des outils pour valoriser, et ça a été très bien rappelé par les différents intervenants, pour valoriser ce que font au quotidien les collectivités territoriales. Et nous, à Paris 2024, on est juste là pour essayer de donner un maximum d'outils. Et quelque part, Terre de Jeux, on est heureux de voir que il y a dans les réponses en mettant en place ses propres actions, en soutenant des actions portées par des acteurs locaux, en impulsant des partenariats locaux. Et on voit que c'est aussi un des grands avantages, et on en est vraiment ravis, parce qu'on ne l'avait pas forcément identifié au départ, de Terre de Jeux 2024. C'est-à-dire que les collectivités territoriales notamment s'en saisissent pour créer des liens avec le mouvement sportif, entre elles. On parlait là de stratégies non concurrentielles sur les CPJ au niveau départemental. Voilà. Donc, tant mieux si évidemment, tout n'est pas parfait, mais tant mieux enfin, les réponses sont plutôt rassurantes. Ouais, et puis quand on parle de coopération au niveau des territoires, c'est aussi ce qu'a apporté cette candidature CPJ portée par des collectivités. C'est-à-dire que ça a permis à certains acteurs qui ne se parlaient pas au niveau local de se mettre autour de la table et de voir comment un équipement sportif qui pouvait être privé pouvait justement être porté par la collectivité territorialement compétente au niveau des CPJ. Et ça fonctionne avec des centres d'entraînement, par exemple, de clubs professionnels de football ou de rugby qui appartiennent donc à des structures privées et qui plus ou moins forcés de discuter avec leurs collectivités, ont pu justement déposer des candidatures CPJ dans ce cadre. Donc c'est ça effectivement aussi qui est intéressant, mettre les gens autour de la table pour porter ces projets CPJ. Merci beaucoup. Et du coup, ça m'inspire une question complémentaire, là aussi un petit peu poil à gratter, pour vous, messieurs. Du coup, quelle place vous proposez, je dirais, aux collectivités qui souhaitent mettre en place un certain nombre d'actions et promouvoir les JO, mais du coup à leur manière, sans passer par le label, ni a fortiori par les CPJ. Voilà, quelle place vous donnez à ces collectivités? Alors, je vais peut-être prendre cette question qui est pas tant poil à gratter que ça. Moi, on a quand même coutume de rappeler que Paris 2024 reste un comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est vrai qu'avec ce label Terre de Jeux, un certain nombre de dispositifs, on essaye de valoriser le travail au quotidien des collectivités. Après, si le choix de la collectivité est de faire différemment, de ne pas s'engager dans cette dynamique-là, on la respecte tout à fait. On n'a pas vocation quelque part on ne fait pas de politique publique, etc. Donc, on respecte le choix de chacun, mais nous, notre outil d'engagement territorial aujourd'hui, c'est vraiment, il y a les collectivités d'une part, évidemment, qui accueillent des sites, et puis c'est Terre de Jeux et toutes ses composantes. Merci, Joanne. J'avais une question également, mais qui clôturera peut-être cette table ronde, que je souhaitais soumettre à Valérie Saplana et à Pierre Chastroux. On a vu tout à l'heure quelles étaient les modalités d'accompagnement de l'agence pour les CPJ. On sait aussi que tout le monde ne rentrera pas forcément dans le cadre de ce soutien. Joanne l'a dit tout à l'heure, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Est-ce que vous pourriez rapidement, en 5-10 minutes, nous présenter quels sont les dispositifs de soutien, alors je dirais complémentaires, mais qui ne sont pas complémentaires pour le coup, c'est plus l'inverse, mais les dispositifs de soutien globaux que propose l'agence au niveau des équipements, pour que peut-être les collègues des collectivités qui sont là avec nous puissent avoir une vision d'ensemble de la manière dont éventuellement ils pourraient demander cette année un soutien de l'agence sur leurs équipements, sachant que là aussi le calendrier est particulièrement contraint. Mais voilà, si je vous laisse la parole à l'un ou à l'autre si vous souhaitez nous le préciser. Pierre, si tu veux présenter, vas-y, et puis je compléterai si nécessaire, comme tu veux.
Ok. Oui, alors on a des dispositifs en effet en dehors des sujets CPJ qui sont sur différentes enveloppes. Et on va prendre peut-être enveloppe par enveloppe, puisque chacune de nos enveloppes répond à des critères qui sont particuliers et à des calendriers également qui sont spécifiques. La première enveloppe sur laquelle on peut présenter, c'est celle du plan de relance en matière de rénovation énergétique et de modernisation des équipements sportifs, donc une enveloppe de 50 millions d'euros cette année, pour des projets de rénovation énergétique des équipements sportifs, avec 2 critères qui sont particulièrement importants: leur capacité à engager les travaux avant le 31 décembre de l'année 2021. Par engager les travaux, c'est une notification au marché de travaux ou un premier ordre de service des travaux. Donc, travaux qui doivent démarrer rapidement. Et l'autre spécificité sur cette enveloppe de rénovation énergétique, c'est les économies d'énergie à l'échelle du projet qui doivent tendre vers 30% d'économies d'énergie. Première enveloppe donc de 50 millions d'euros. Une enveloppe également pour les territoires carencés, pour les équipements structurants et les équipements de proximité en accès libre dans les territoires carencés, 12 millions d'euros cette année, avec comme critère discriminant le fait d'être, comme je l'ai dit, en territoire carencé, donc soit dans un quartier prioritaire de la politique de la ville pour les milieux urbains, soit pour les zones rurales, être en zone de revitalisation rurale ou dans un contrat, dans une communauté de communes en contrat de ruralité. Les mêmes critères que j'ai évoqués lors de la présentation pour les CPJ comme étant une priorité aussi. Exactement. Un fléchage également de 2 millions d'euros sur les équipements de mise en accessibilité, soit pour l'acquisition de matériel handisport ou sport adapté neuf, ou pour les rénovations d'équipements sportifs, pour les mettre en accessibilité, avec la condition qu'ils doivent accueillir des clubs sportifs handisport ou sport adapté. Également un plan important qui est porté depuis plusieurs années maintenant par l'agence, cette année à hauteur de 12 millions d'euros, et c'est le plan Aisance aquatique pour la construction d'équipements de piscine ou de rénovation lourde de piscine, avec une attention toute particulière pour les bassins d'apprentissage. Et là aussi, une condition de zonage géographique importante à bien avoir en tête, puisque seuls sont éligibles les projets situés dans ces territoires carencés, donc QPV ou zones rurales spécifiques dont on a parlé. Peut-être une dernière enveloppe qui est importante de présenter, celle des projets sportifs spécifiques pour les équipements structurants fédéraux ou pour les aménagements d'équipements sportifs dans la perspective de l'accueil en France d'un grand événement sportif international, manche de Coupe du Monde, manche de Coupe d'Europe, avec une spécificité. Pas de critères géographiques sur cette enveloppe, évidemment, mais la nécessité de démontrer une capacité à démarrer les travaux également très rapidement, dans les 9 mois à l'issue de la décision d'attribution par l'agence. Et on a 2 millions d'euros cette année sur ces projets particuliers. Et enfin, je terminerai peut-être en donnant un petit mot sur l'enveloppe de la haute performance sportive, puisque souvent les collectivités nous interrogent là-dessus. Pierre, juste avant que tu passes au haut niveau et à la haute performance, en quelques mots, donc il reste une dernière enveloppe qui vous concerne moins parce qu'on est en Île-de-France, c'est vrai, mais malgré tout, je le signale, c'est l'enveloppe Outre-mer et Corse, donc dédiée à ces territoires ultramarins et à la Corse. Et puis présenter juste très rapidement des éléments de calendrier. Sur la rénovation énergétique, la campagne au niveau national, en fait, les 50 millions se répartissent au niveau national et au niveau territorial. Donc, au niveau national, la campagne est terminée. Donc, nous allons voir si les demandes de subvention couvrent les 25 millions d'euros que nous gérons au niveau national. Si ce n'est pas le cas, nous prolongerons cet appel à projet.
Si toutefois la demande dépasse les 25 millions, on s'arrêtera là, mais la campagne va continuer au niveau territorial. Les critères sont juste un peu différents. Donc, au niveau national, on traite les dossiers de demande de subvention supérieurs à 500 000 euros. Et au niveau territorial, les services déconcentrés traitent les dossiers compris entre 100 000 et 500 000 euros. Voilà. Donc là, la campagne, elle continuera jusqu'à l'été au niveau territorial. Sur l'enveloppe plan aisance aquatique qui est gérée au niveau national, les délais sont jusqu'au 28 mai. En tout cas, les dossiers doivent nous être remontés au 28 mai. Donc, je pense que les services déconcentrés arrêteront la date de dépôt des dossiers un petit peu avant, sans doute à mi-mai. Peut-être un peu entre début et mi-mai, disons. Voilà, et puis sur l'enveloppe des équipements de niveau local, en territoire carencé pour la plupart, le calendrier sera jusqu'à l'été au niveau territorial. Voilà. Après, il faut, quoi qu'il en soit, si vous êtes intéressé par une autre enveloppe, il faut véritablement prendre la tâche des services déconcentrés de votre département ou de votre région et faire le point avec les services parce que au niveau territorial, les services fixent leur propre date de limite de dépôt de dossier. Hein, voilà. Et donc, Pierre, tu peux compléter si tu veux sur la partie au niveau de performance. Et les coordonnées de ses collègues dans les services déconcentrés sont sur le site de l'agence. Mais peut-être qu'en suivi de la réunion dans le chat, je mettrai le lien vers l'annuaire de chaque personne dans chaque département. Toutes les informations qu'on vous donne, vous les retrouverez sur le site internet de l'agence, hein, agencedusport.fr. Quoi qu'il en soit, vous pouvez tout retrouver sur ce site. Et donc, simplement, sur l'enveloppe de 5 millions d'euros qui est vraiment sur le budget du pôle haute performance de l'agence, sont éligibles les CREPS et opérateurs publics équivalents aux CREPS pour les régions qui n'en ont pas, les fédérations sportives et les structures affiliées à ces associations, à ces fédérations sportives. Donc, ça peut intéresser les associations avec qui vous travaillez au quotidien. Simplement à savoir sur cette enveloppe, on sort un petit peu de la logique de l'appel à projet. Il y a vraiment un dialogue qui doit s'installer avec le pôle haute performance de l'agence et Sébastien Sobzac en particulier sur ce sujet, et Baptiste Trouplan aussi. On pourra vous donner les coordonnées aux besoins pour s'assurer que le projet répond bien à une demande, à la logique fédérale dans une perspective de haute performance. Et une fois que cet avis préalable est donné, le porteur de projet peut déposer sa demande de subvention. Et quant au délai, c'est pour ce qui est des équipements et donc des porteurs de projets CREPS ou organismes équivalents, École nationale ou autres, c'est jusqu'au 28 mai. 28 mai pour la remontée des dossiers à l'agence, donc un petit peu moins au niveau des services déconcentrés. Un grand merci à tous les deux pour toutes ces précisions qui, j'espère, seront utiles aux participants. On arrive au terme de cette table ronde. Avant de laisser la parole à Stéphane Rivaud pour la conclusion, un petit mot pour vous dire que vous pourrez trouver le replay des deux tables rondes, c'est-à-dire celle de ce matin sur la nouvelle gouvernance et celle de cet après-midi sur laquelle nous sommes ensemble sur les CPJ, sur le site internet de l'Andis, andis.org, dans les jours qui viennent. Et je voudrais donc tout particulièrement adresser nos remerciements à nos intervenants de cet après-midi. Merci beaucoup pour la qualité de vos interventions. Je pense et j'espère et je n'en doute pas qu'elles auront été extrêmement utiles à toutes et tous. J'espère que ça vous aura permis de mieux appréhender ce sujet des CPJ et de vous donner aussi des perspectives sur les exemples qui nous ont été proposés par Michel Baudard et Antoine Blanc. Vous dire aussi que on remercie tout particulièrement tous nos partenaires qui ont été présents aujourd'hui avec nous, à la fois le CNFPT, mais également tous nos partenaires privés qui nous soutiennent, qui nous aident, qui sont avec nous au quotidien, qui nous accompagnent malgré cette année difficile dont on espère sortir assez rapidement pour toutes et tous.
Et un merci très particulier à Dominique, à Camille, à Stéphane, à Luc et à Mokrane pour leur contribution enjouée, précieuse et toujours aussi efficace pour vous avoir permis en tout cas de suivre cette table ronde et cette journée de manière générale, voilà, qu'on a pu organiser malgré tout en visio sous un format qu'on aurait souhaité pouvoir faire en présentiel, mais ça nous semblait important de pouvoir tous vous voir, vous revoir, même si c'était par écran interposé. Donc encore un grand merci à toutes et tous et je laisse la parole à Stéphane pour la conclusion de cette journée. Merci Annelise, j'ai plus grand chose à dire, hein. Tu as déjà résumé la journée. Moi je voulais vous remercier tous pour votre participation. Bon, j'espère que ces 2 tables rondes vous auront au moins éclairé sur la nouvelle gouvernance du sport pour ceux qui n'étaient pas encore bien au fait des choses. Et cet après-midi sur les CPJ, il y a eu pas mal de questions assez techniques en fait, je pense que nous avons eu les réponses. Et j'espère que cela permettra à tous d'avancer vers 2024. Sur les perspectives de Landis, donc suite à cette journée, on va essayer de vous retrouver avant l'été autour au moins d'un atelier en visio, puisque je pense qu'il sera encore un peu prématuré de se voir en présentiel. Et puis à partir de septembre, de tous vous retrouver. Alors, pas de date encore à vous donner, hein, vous les aurez par nos différents réseaux de communication pour essayer de remonter 1 ou 2 ateliers en présentiel avant la fin de l'année, ce qui sera quand même nettement plus sympathique, je l'espère. Voilà. Et puis, nous avons eu aussi aujourd'hui quelques participants qui n'étaient pas adhérents de Landis. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Comme le dit notre devise, nous sommes toujours plus performants ensemble. Donc je vous remercie encore, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Merci. Alors pour vous signaler aussi, pour celles et ceux qui ne sont pas franciliens et qui sont avec nous, que les prochaines dates des régionales de Landis dans chacune des régions est disponible dans le calendrier du site internet de Landis. Donc n'hésitez pas à consulter et à participer aussi puisque les régionales sont ouvertes à toutes et à tous. Voilà, écoutez, il nous reste à vous remercier encore de votre présence, de votre participation, à vous souhaiter bon courage aussi et à vous rappeler que Landis est à votre disposition, en particulier dans ce contexte difficile. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous et notamment si vous avez des questions à poser que nous transmettrons à nos intervenants qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Encore un très gros merci, bonne continuation à toutes et tous et à très bientôt, j'espère en présentiel. Merci Annelise, merci à tous. Au revoir. Merci.